Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce Café Zabre autour de technique de métabarcoding pour le suivi des opérations de restauration de cours d'eau. Donc, c'est un Café Zabre, je vous explique ce que c'est. C'est des courtes séquences de présentation, une sur un projet de recherche, sur un outil développé par la communauté scientifique de la Zabre, l'occasion d'avoir une découverte pour tout le monde de cet outil et d'échanger sur leur rapport en termes de recherche et en termes de gestion. Les cafés ZAP, c'est ouvert à tout le monde et aux scientifiques. Notre réseau, c'est surtout les scientifiques, les gestionnaires du bassin du Rhône et d'ailleurs, les bureaux d'études et les partenaires du réseau de la ZAP. Ce café ZAB, il est organisé par, par la ZAB, ça fait 3 fois que je le dis, et le GREI. Donc, l'ASAP, c'est un réseau de chercheurs pluridisciplinaires qui travaillent à l'échelle du bassin du Rhône. Et le GREI, c'est une association dont la vocation est d'accompagner le transfert des résultats de la recherche produits par les scientifiques vers les acteurs de l'eau. Ce café a le soutien de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, EDF et CNR, qui sont les partenaires réguliers de la ZAB et de l'Agence de l'eau. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques règles du jeu pour ce séminaire. Donc, ce séminaire est en visio. Pour ce séminaire, on va demander pendant les présentations, pas les miennes maintenant, mais pendant les présentations globales, aux gens d'enlever leur caméra et pour communiquer avec et poser leurs questions aux différents intervenants, vous pourrez écrire vos questions, vos suggestions dans le chat et Tristan Lefébure et moi-même remonterons les questions du chat. Qui participe à ce séminaire? Alors, on est nombreux dans les personnes inscrites. Il y a 169 personnes qui sont inscrites. Nous en sommes à 101 personnes. Voilà, donc c'est le challenge de la visio. Et dans ces personnes, il y a, en termes de type d'acteurs, il y a pour 25% des chercheurs, pour 24% les services de l'État et leurs établissements publics, 22% de collectivités locales, 15% d'entreprises, bureaux d'études, 12% plutôt des associations, fédérations de pêche, et puis quelques particuliers. C'est des participants qui viennent essentiellement, alors pour 40% de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est grande la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc voilà. 27% de régions limitrophes, c'est la région Sud, PACA, la région Occitanie, la région Bourgogne-Franche-Comté, et 33% du reste de la France. Il y a même des étrangers, il y a même des gens aussi des territoires d'outre-mer, donc des départements d'outre-mer, notamment de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, je vous salue. Voilà. Donc, nous avons construit un programme. Tac, voilà, ça c'était ça. Nous avons construit un programme en 3 temps. Ce programme, on l'a construit donc avec Maëlys Gauthier, qui est ingénieur de recherche, et Tristan Lefébure, qui est maître de conférence, tous les deux à l'UMR 5023, dans un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. C'est un laboratoire qui est membre de la ZABRE, qui est situé à Lyon et membre également de la communauté H2O, qui est un dispositif important chez nous. Il a été construit également avec Stéphane Srofek, qui est chef du service méthode études prospectives à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et Samuel Monet, qui est animateur territorial de l'Albarine, ou SR3A, donc on va essayer d'enlever les sigles, c'est le syndicat de la rivière 1 aval et de ses affluents. Voilà, donc un temps en 3 temps, une expression d'attente et de curiosité par rapport à ce programme. On va découvrir donc le métabarcoding et on va avoir un temps d'échange intéressant. Voilà, donc je vais arrêter mon partage d'écran et tout de suite, pour démarrer, Stéphane, cette action, elle s'inscrit dans le cadre de l'accord cadre Agence de l'eau ZABRE. Quand on construit nos actions, etc., on échange sur les intérêts scientifiques, les intérêts opérationnels. En quelques mots,
quelles étaient les attentes de l'Agence de l'eau par rapport à ce sujet, par rapport à cette méthode de… Oui. Merci Anne. Oui, comme tu l'as dit, hein, donc on a des accords de coopération avec la ZAP depuis à peu près 2007, et donc ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble et qu'on soutient un certain nombre de projets de recherche à visée opérationnelle, donc ce qui veut dire ce qui produit des résultats qui peuvent ensuite venir enrichir les outils de la gestion ou les connaissances utiles à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Et donc ce qui nous a intéressé dans ce projet, c'est d'abord qu'il portait sur des groupes biologiques qui sont historiquement les groupes sur lesquels on fonde la bioindication au moins depuis à peu près un demi-siècle, hein, c'est les macro-invertébrés. Et d'autre part, parce que justement, l'agence de l'eau, avec ses partenaires, produit environ des données sur 800 sites par an sur l'ensemble du bassin Méditerranée-Corse, avec un indicateur qui aujourd'hui est l'I2M2, est fondé sur l'étude de la connaissance des peuplements d'invertébrés. Il se trouve que l'I2M2, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en œuvre, qui demande pas mal de temps, enfin on le verra, hein, tri, détermination, etc. Et donc qui, par le coup, est coûteux et qui, ensuite, sous un autre angle, identifie un certain nombre de taxons, mais à des niveaux de détermination qui ne sont pas forcément très poussés. Voilà. Donc on verra que ce qu'on attendait de ce projet-là, c'est d'avoir une méthode qui, d'une part, soit a priori moins coûteuse pour la mise en œuvre parce qu'elle gagnerait du temps sur tout ce qui est tri et détermination, et qui ensuite permettrait aussi d'être un peu plus précise sur la composition faunistique de ce qui est contenu dans les prélèvements. Donc c'est l'intérêt qu'on a trouvé à soutenir ce projet, et donc je ne vais pas en dire plus parce que ça sera détaillé après, mais voilà, c'est les raisons pour lesquelles on s'est intéressé à ce projet-là. Ok, merci beaucoup Stéphane. Samuel, je crois que tu n'étais pas au SR3A quand le projet a démarré, mais par contre, tu as pas mal échangé avec tes collègues. C'est dans le cadre du projet, l'Albarine, dont tu as la gestion, et le terrain d'expérimentation de cette méthodologie. Quelles étaient, en discutant avec les attentes, est-ce que tu peux faire remonter les attentes du SR3A, du syndicat, par rapport à cette recherche ou cette expérimentation, cette rencontre avec des scientifiques sur le terrain? Oui, alors tout à fait. Alors, pour commencer, pour exprimer un peu nos attentes, je vais faire un petit mot rapide sur comment nous on voit les suivis de manière générale au SR3A. Je vais à peine forcer le trait, mais ça permet de donner une bonne idée de comment on voit les choses. Nous, globalement, on est assez frustrés avec les suivis des opérations de restauration écologique parce qu'entre guillemets, on a l'impression qu'on n'arrive pas à leur faire dire ce qu'on veut. Alors, je caricature, mais quand je dis ça, le but, ce n'est pas de manipuler des suivis pour avoir les résultats qu'on a envie d'avoir. C'est qu'on a l'impression d'être plutôt les bons élèves. Hein. Souvent, on travaille avec des partenaires, on suit les manuels, on a des bureaux d'études qui nous disent comment il faut faire. Et quand on fait nos suivis, souvent, on n'arrive pas bien à avoir les gains. Ou alors, il y a plein d'autres paramètres qui jouent. Ou alors, il y a plein d'usagers qui nous disent « mais non, nous, ce n'est pas ce qu'on voulait, donc on n'est pas satisfait ». Donc, on est quand même souvent frustrés. Nous, dans nos suivis, on a l'impression qu'on n'arrive pas à mesurer, à porter des données scientifiques pour montrer que ce qu'on a fait, ça va dans le bon sens, en espérant que ce qu'on a fait, ça aille réellement dans le bon sens. On peut se tromper aussi dans nos travaux. Donc ça, voilà, c'est un peu le contexte en tant que gestionnaire, nous, sur les suivis. Et j'ajouterais que ces suivis, souvent, on les fait parce qu'on a des obligations réglementaires dans l'arrêté préfectoral. Mais j'ai presque envie de dire, ça tiendrait qu'à nous, on ne les ferait pas, ces suivis. Donc voilà, là, je force le trait, mais voilà l'idée. Donc nous, nos attentes sur un tel projet, elles sont assez fortes parce que, bon, déjà, c'est de découvrir une méthode qui paraît assez nouvelle. Hein. On connaît les méthodes sur des critères morphaux. Mais voilà, donc ça serait des attentes d'avoir une méthode qui nous permettrait peut-être de pouvoir montrer de manière assez objective et dans l'idéal, je dirais, clore le débat sur le fait que ce qu'on a fait, ça va quand même dans le bon sens. Voilà, donc ça, c'est une de nos attentes. Une de nos attentes aussi, ça serait d'aboutir à une méthode qui soit assez facilement utilisable, reproductible et qu'on puisse facilement demander à terme au bureau d'études. Parce que nous, on travaille beaucoup avec ces bureaux d'études. Et enfin, je dirais d'avoir des chercheurs qui travaillent sur ce genre de suivi. Nous, ça nous intéresse parce qu'on y voit comme la possibilité d'avoir un outil robuste sur les suivis. Donc voilà, dans les grandes lignes, nos attentes sur ce projet. Ok, merci beaucoup Samuel. Eh bien, écoutez, par rapport aux ambitions, aux attentes de l'Agence de l'eau, du syndicat, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, Tristan et Maëlys? Je vous laisse la parole. Voilà, vous pouvez partager votre écran.
On est dans le cadre d'une action de recherche. Alors, une action de recherche, on peut y arriver, voilà, ça peut faire des détours. Du coup, je vais commencer à parler, puis je laisserai la main à Maïs Gauthier juste derrière, qui est vraiment la personne qui a fait tourner le projet. Donc, le projet, il s'appelait Mistral, qui voulait dire Metabarcoding, suivi des opérations de restauration des cours d'eau. Ce n'était pas exactement ça. Du coup, on était associés avec une unité INRAE, Riverly, et puis on avait des partenaires, des gens l'ECA, et puis des gens à la SR3A. Alors, et puis, bien sûr, notre contact à l'agence de l'eau, qui était Stéphane. Du coup, c'est Maëlys qui a les diapos. Donc, je vais commencer par un contexte très général. Le suivi de la biodiversité, c'est assez compliqué, et c'est particulièrement compliqué dans les hydrosystèmes, qui sont des systèmes dynamiques, avec une fluctuation forte de cette diversité temporellement et spatialement. Et que globalement, aujourd'hui, si on fait un bilan, on a assez peu de ces suivis, ou alors ils sont sur des échelles temporelles trop courtes pour avoir une évaluation, un inventaire qui soit bien exhaustif. On sait aussi que ces suivis sont importants pour suivre les actions qu'on mène ou l'impact de certaines infrastructures sur les hydrosystèmes, mais que c'est une évaluation qui est extrêmement difficile. Par exemple, pour les opérations de restauration, on a du mal à avoir des bons états initiaux, et je ne parle même pas des états de référence. Et c'est pour ça que on est souvent, et les gestionnaires sont souvent en recherche d'approches nouvelles pour avoir des suivis qui soient de meilleure qualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme suivi? Principalement, c'est ce que disait Stéphane, c'est que globalement, ce qu'on a aujourd'hui, c'est des suivis issus de normes type I2M2, par exemple sur le compartiment macrozoobatose. Donc voilà, il y a plein de suivis qui sont faits, c'est réglementaire. Mais on sait aujourd'hui, principalement sur des études sur le Rhône, sur la restauration du Rhône, que ces indices courants, ils sont assez peu sensibles en fait aux évolutions temporelles des systèmes. Que pour qu'ils soient suffisants, il faut qu'il y ait un très très fort effort d'échantillonnage, et que malheureusement ces suivis, ils ignorent des groupes entiers qui potentiellement, eux, fourniraient des clés qui seraient beaucoup plus intéressantes pour le suivi des systèmes. Donc, une façon d'aborder le problème, c'est de changer de loupe, changer d'outil. Il y en a plusieurs, mais un des outils qui est souvent nommé et qui commence à être utilisé, c'est les outils à base d'ADN. Alors, très rapidement, comment on peut étudier et suivre la biodiversité avec de l'ADN? Donc, l'ADN, je vais démarrer très large, mais donc c'est un ensemble de molécules qui est partagé, trouvé chez tous les êtres vivants, et qui évolue, qui mute. Ça veut dire que des individus différents vont avoir des compositions d'ADN un petit peu différentes. Ça va permettre de faire, par exemple, de la génétique des populations, comprendre comment se structurent les populations. Cette évolution, elle s'observe aussi à très grande échelle. Ça permet de reconstruire l'histoire évolutive des organismes, de faire des phylogénies. Mais elle permet aussi de faire des choses un petit peu plus simples, qui est, si on a un morceau d'ADN qui est caractéristique d'une espèce, on va pouvoir faire de l'identification moléculaire. Quand on retrouve ce morceau d'ADN caractéristique, on est capable de dire que c'est donc cette espèce qu'on a dans notre échantillon. C'est ce qu'on va appeler le barcoding en anglais, et qu'on appelle l'identification moléculaire en français. Elle arrive comme une alternative possible à l'identification morphologique. Alors, l'identification morphologique, c'est ce qu'on fait depuis des siècles, mais elle a quelques défauts. Le premier défaut, c'est qu'elle n'est pas capable de voir par définition des organismes qui se ressemblent trop. Elle n'est pas capable de fournir une identification souvent sur les états larvaires, sur certains sexes. Souvent, par exemple, les pièces génitales mâles sont utilisées, donc les femelles, on ne peut pas les identifier. Et puis, elle a des problèmes purement socio-économiques, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes et de temps et d'argent pour le faire. Et il y en a même des groupes entiers pour lesquels, en fait, on n'a pas de critères ou de règles simples pour identifier. Donc, les approches moléculaires, elles pourraient potentiellement, si elles sont bien faites, lever tous ces verrous. On peut décrire des organismes qui se ressemblent. On peut identifier des larves, même des morceaux d'organismes, même des traces laissées par les organismes dans l'environnement. Potentiellement, on réduit les temps, si c'est bien construit dans une chaîne d'acquisition de données, on réduit les problèmes liés à l'expertise qui est nécessaire. Et de nouveau, si c'est bien fait, si des bases de données sont bien construites en amont, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, du coup, cette identification moléculaire, elle peut se faire de différentes façons. Moi, je vous ai déjà parlé du barcoding, qui permet de dire, je prends un organisme, j'essaye de déterminer
idéalement son espèce ou des rangs taxonomiques supérieurs. Elle permet aussi de redéfinir des espèces. Il y a des groupes entiers où les espèces ne sont pas encore définies. Elle permet aussi de dire dans un échantillon s'il y a une occurrence d'un taxon. Par exemple, ici, une espèce invasive, savoir si elle est présente ou absente. On peut le faire juste avec de l'ADN. Elle permet d'identifier en masse un échantillon composé de plusieurs taxons. C'est ce qu'on va appeler le méta-barcoding. On retrouve le terme barcoding pour identification moléculaire et le terme méta pour communauté d'organismes. En métagénomique, c'est la dernière utilisation la plus complexe qui, elle, permet à la fois de décrire qui est présent, mais quelles sont les fonctions de cet organisme, comment il fonctionne et quelle est sa fonction dans l'environnement. Dans le projet qu'on va vous présenter, on s'est vraiment concentré sur une seule application qui est donc le métabarcoding, l'identification en masse d'organismes. Toutes ces approches peuvent se faire sur différents types de matrices. Une matrice dont vous avez sans doute entendu parler, c'est des matrices indirectes, des matrices où en fait on recherche des traces ADN d'organismes. On va alors parler d'ADN environnemental, par exemple des sédiments ou juste de l'eau qui est filtrée, par exemple dans un cours d'eau ou une masse d'eau. Et sur cet ADN environnemental, on peut appliquer toutes les méthodes dont je vous ai parlé juste avant. Donc je reprends. Plusieurs matrices possibles pour faire ces identifications moléculaires. La matrice qui est très à la mode, on entend beaucoup parler, mais qui présente aussi beaucoup de problèmes, c'est celle de l'ADN environnemental. On ne s'intéresse pas à cette matrice-là dans ce projet-là. Une matrice plus classique, c'est celle de ramasser un organisme, les tirer un par un, puis extraire l'ADN. C'est les approches de barcoding classiques. Et donc, une approche intermédiaire, c'est ce qu'on va appeler de l'ADN de communauté. Par exemple, vous allez dans une rivière et vous faites un surber classique, où vous vous retrouvez avec un mélange de sédiments, de feuilles et d'organismes. Ça, c'est ce qu'on va appeler un ADN de communauté, qui est très, très hétérogène et auquel on peut extraire l'ADN directement et identifier en masse les organismes. Vous pouvez aussi pré-traiter cet échantillon, par exemple, enlever toute la matière minérale, ne garder que les organismes, on appelle plutôt ça du bulk DNA, ou voire même utiliser le milieu de conservation, par exemple l'éthanol qui a servi à conserver les organismes et l'échantillon pour faire ces approches-là. Nous, dans le projet Mistral qu'on va vous présenter, on s'est concentré sur les ADN de communauté, à savoir des échantillons issus directement de Surber, ce qui est utilisé couramment aujourd'hui pour les indices I2M2. Donc, si on reprend un échantillonnage classique de suivi de biodiversité aujourd'hui en cours d'eau, sur le Macrozoobenthos, on a une étape d'échantillonnage, une étape de tri, une étape de détermination pour obtenir une vision d'une communauté qui peut ensuite servir à faire du suivi et d'autres applications. On sait, et c'est ce qui était décrit, que l'étape de tri et de détermination sont extrêmement chronophages, difficiles et incomplètes avec des critères morphologiques. Donc le projet ici, il a pour idée de récupérer le même type d'échantillons, des échantillons de Surber, et de passer directement de l'échantillonnage à la vision des communautés qu'on va avoir. Quand je dis directement, qu'est-ce qu'on fait globalement? On prend notre échantillon en entier, on extrait tous les ADN, on va amplifier un gène qui est un marqueur d'identification moléculaire, et on va séquencer toutes ces molécules aléatoirement pour obtenir une vision qui normalement est claire, qui représente une représentative de ce qu'il y avait dans l'ADN et du coup dans l'échantillon. Donc l'idée, c'est de s'affranchir en particulier de l'étape de tri et de détermination, qui sont les deux étapes les plus compliquées. De nouveau, j'insiste là-dessus, on ne parle pas ici d'ADN environnemental, on parle d'ADN de communauté. L'ADN environnemental, il reprend toutes ces étapes, sauf qu'il démarre sans échantillonner les organismes, ce qui rajoute des problématiques de dégradation, de migration des ADN et de fiabilité de l'analyse, qui sont aujourd'hui encore plus complexes. Donc là, c'est une première étape qu'on a voulu aborder pour voir si on ne pouvait pas développer un outil qui est en plus compatible en grande partie avec ce qui se fait déjà aujourd'hui en termes d'échantillonnage. Donc on avait deux grands objectifs dans ce projet. Le premier, c'était de savoir s'il y avait des protocoles qui fonctionnaient pour faire ça. Donc Maïs va vous présenter toute une série de protocoles qu'elle a testés. Et une fois si on avait trouvé un protocole, et on en a trouvé un, de le tester in situ dans l'Albarine, dans un contexte particulier que Maëlys va vous présenter. Et je crois que pour la suite, je lui passe la main. Oui, merci. Donc, pour rentrer tout de suite dans
dans le projet, de ce qu'on a fait dans le projet. Je vais passer rapidement sur l'évaluation des protocoles et les tests en laboratoire. C'est quelque chose qui nous a pris du temps, mais je vais passer très rapidement parce que c'est assez complexe. Donc, il y aura une publication scientifique sur le sujet et bien sûr un rendu du rapport dans le rapport final ZABRE. Donc, ce qu'on a fait en laboratoire, en fait, on a travaillé sur des communautés artificielles, c'est-à-dire qu'on a composé nous-mêmes des communautés en laboratoire pour vraiment avoir des vrais réplicas d'expérience. Et on a voulu simuler un échantillon typique d'un sorbeur qu'on peut trouver en rivière, dans les cours d'eau, en tout cas de l'Albarine, avec 5 substrats qui étaient présents, algues, sable, gravier, de la mousse et de la litière. On avait 10 espèces d'invertébrés qui représentent un panel assez large de ce qu'on peut retrouver. Donc, on avait des mollusques, des vers, plusieurs ordres d'insectes et des crustacés, et qui étaient conservés dans de l'éthanol, comme c'est fait classiquement. Donc là, vous avez un exemple de à quoi peut ressembler un échantillon avec les substrats, et je vous ai mis au bout des flèches rouges. Voilà, c'est des organismes là c'est ça qu'on vise en fait en extrayant tout cet échantillon. Donc l'idée de faire, Tristan l'a dit rapidement, de faire de ce qu'on appelle du bulk in toto ou de l'ADN communauté, donc un échantillon qui contient des organismes et des substrats, c'est déjà de gagner du temps parce qu'en fait sortir les individus là tout petits, c'est extrêmement chronophage. Ça enlève des biais d'opérateurs et d'opératrices parce que des personnes différentes qui font le même échantillon vont pas forcément, suivant la taille des bêtes, sortir exactement les mêmes choses, et également diminuer les contaminations entre échantillons parce qu'on a beaucoup moins de manipulation de l'échantillon quand on travaille sur l'ensemble. Grosso modo, on a testé une quinzaine de protocoles, donc soit sur l'éthanol de conservation, soit sur la matrice substrat et organisme. Donc là, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais je vous ai mis quand même le plan expérimental. Donc, on a essayé plusieurs pré-traitements avant extraction et plusieurs protocoles d'extraction. Et ceci, en fait, c'était pour tester différentes méthodes et également avoir un panel de simplicité de mise en œuvre et également de coût de chaque protocole, parce qu'on sait que pour le transfert au gestionnaire, c'est des 2 critères qui sont assez importants. Et dans l'évaluation, on a fait plusieurs types d'évaluations, mais une qui est assez importante et qu'on a utilisée principalement pour faire notre choix était la détection des espèces qui étaient présentes dans l'échantillon. Là, ici, je vous présente à droite un des graphiques principaux de notre analyse qui représente en fait pour chaque protocole en ligne la capacité la quantité d'ADN détecté par espèce en colonne. Et il y avait à chaque fois par protocole 3 réplicas. Donc quand il y a une croix, ça signifie que l'espèce n'a pas été détectée par le protocole. Et quand il y a des couleurs, il a été détecté. Et plus on va vers le rouge, plus il a été détecté en grande quantité. Donc on voit par exemple, il y a des protocoles qui sont assez mauvais en détection des espèces et il y en a qui sont meilleurs. Globalement, les protocoles qui étaient les plus efficaces dans la détection et dans la quantité extraite, c'était soit les protocoles qui étaient les plus chers, soit les protocoles qui étaient les plus difficiles à mettre en œuvre, c'est-à-dire qui étaient longs et qui étaient exigeants en termes de manipulation, donc potentiellement qui peuvent augmenter la contamination des échantillons. Et on a donc décidé on a un peu trouvé un protocole qui était un protocole compromis, qui utilise un kit commercial et une étape de pré-traction qui demande pas trop de manipulation pour l'expérience in situ. Donc, c'est le protocole qu'on a utilisé dans ce que je vais vous présenter après et qu'on proposerait aussi à des gestionnaires. Donc, pour le test in situ, on n'a pas pu faire du suivi d'ORE parce que c'était un projet sur lequel j'étais présente 1 an. Donc, clairement, le suivi, c'était un peu compliqué. Mais ce qu'on a fait, c'est que sur l'Albarine, on a choisi de travailler sur 3 zones de l'Albarine qui étaient assez différentes, avec à chaque fois des amont et des avals de stations d'épuration pour voir si on arrivait à détecter avec l'ADN des différences entre les communautés. Cet échantillonnage s'est fait au printemps 2021. Et sur chaque site, on a fait 12 prélèvements pour mimer un nid de M2. Et pour chaque prélèvement, on a un technicien du laboratoire, Colin, qu'on remercie beaucoup, a trié et déterminé tous les échantillons pour avoir, pour chaque prélèvement, une liste taxonomique morphologique.
Et ce même échantillon, on a récupéré l'échantillon trié en morphologie, a ensuite été extrait, l'ADN a été extrait. Ensuite, on a fait l'amplification du séquençage, donc du métabarcoding, pour avoir une liste taxonomique ADN. Donc, pour chaque prélèvement, on a une liste taxonomique morphologique et une liste taxonomique ADN associée. Donc, pour tout de suite rentrer dans l'analyse, au niveau de la diversité gamma, donc de la diversité totale de tout le jeu de données, vous avez à gauche pour la morphologie, donc il y a eu 936 identifications qui représentaient 113 taxa, qui étaient assignées à des rangs qui vont du genre jusqu'à la classe. Vous avez ici le pourcentage des niveaux taxonomiques assignés. Et pour l'ADN, on a eu au total plus de 15 000 OTU, donc c'est des unités moléculaires qu'on utilise en ADN, qui étaient assignées de l'espèce au phylum. Et sur ces 15 000 OTU, il y en avait 4 000, un peu plus de 4 000 qui correspondaient au phylum invertébré. Et après, un nettoyage bioinformatique qui permet d'enlever, par exemple, les OTU qui sont un peu les erreurs de séquençage, etc. Enfin, un nettoyage bioinformatique. Je pourrais aller dans les détails si ça vous intéresse après. On s'est retrouvé avec 2300 OTU avec la distribution que vous avez ici. Donc, ce qu'on remarque, c'est que avec l'ADN, on a 65% des taxons qui étaient assignés à l'espèce et 20% au genre. Donc, ça veut dire que plus de 75% du jeu de données était au moins assigné jusqu'au genre avec énormément d'assignements à l'espèce. Alors qu'en taxonomie, on a moins de la moitié des organismes qui ont été identifiés au genre. Bien sûr, sur certains taxons, on aurait pu aller plus loin à l'espèce, mais ça prenait du temps et donc on s'était arrêté. On avait décidé de en fait, suivre les protocoles IDIOM2 d'identification. Ici, là, on vous représente pour un groupe donné, donc là, c'est des insectes, ce qu'on appelle des tree maps, et qui représentent pour plusieurs ordres d'insectes les différents taxons à l'intérieur du groupe. Donc, par exemple, ici, chez les diptères, vous avez les grandes cases qui correspondent aux familles de diptères, et ensuite, les boîtes plus petites, ça correspond à tout ce qui a été, tout ce qui est la diversité, en fait, représentée dans le groupe. Et donc, vous avez à gauche pour la morphologie, à droite pour l'ADN. Et ce qu'on remarque déjà, c'est que les groupes sont à peu près identiques. Les groupes bien représentés entre morphologie et ADN sont les mêmes. On a principalement des diptères et des éphéméroptères. On remarque aussi que des groupes pour lesquels on ne va pas très loin en termes de résolution taxonomique en détermination, typiquement les diptères, on a une diversité bien plus importante en ADN qu'en morphologie. Mais par contre, des groupes comme les éphéméroptères ou les plécoptères, qui sont assez bien décrits en morphologie, on va avoir des groupes qui sont assez équivalents, des résultats assez équivalents en termes de diversité entre la morphologie et l'ADN. Quelque chose aussi à noter, c'est que en morphologie, on a plutôt un signal nombre d'individus parce que la taille des boîtes correspond au nombre d'individus trouvés pour chaque famille, par exemple, alors qu'en ADN, ça va plutôt être le nombre de séquences ADN, et en fait, ça, c'est plutôt un proxy de la biomasse que représente l'organisme dans l'échantillon et non du nombre d'individus. Et là, juste un autre exemple pour vous montrer l'intérêt de l'ADN dans certains groupes. Donc là, on est chez les annélidés, donc tout ce qui contient par exemple les oligoquètes. On voit qu'en morphologie, la diversité est très très pauvre, alors qu'en ADN, on a vraiment une explosion de diversité en comparaison. Voilà. Ensuite, si on passe à la diversité bêta, donc à la comparaison des sites entre eux, je vous ai représenté ici des NMDS. Donc, globalement, en fait, les NMDS, ils représentent dans l'espace les différences entre communautés. Donc, plus 2 points dans l'espace sont éloignés, plus leur communauté ne se ressemble pas. Et vous avez donc 3 couleurs qui correspondent aux 3 sites qu'on a échantillonnés, et les formes dans chaque couleur correspondent aux amont et aval, donc aux 2 sous-sites, on va dire. Et ce qu'on remarque juste comme ça, c'est que on a une cohérence entre la morphologie et l'ADN, avec une bonne discrimination des sites entre eux, et pour 2 sites, Amberieux et Breno, une bonne discrimination aussi de l'amont et de l'aval. Donc on a une cohérence entre les 2 méthodes. Donc si on revient rapidement sur tout ce que je viens de vous montrer, c'est qu'avec l'ADN, on gagne un accès à 2 groupes taxonomiques. Je suis passée très rapidement dessus.
Mais en fait, donc, comme je l'ai dit, sur les 15 000 OTU identifiés, il n'y en avait que 4 000 qui étaient attribués aux phylum invertébrés. Et en fait, les autres groupes, ça va être des champignons, des bactéries, des plantes, des chordés. Donc, on a un peu accès à un autre type de diversité avec le même échantillon qu'on pourrait utiliser, enfin, avec un échantillon sorbeur. On a également un gain en résolution taxonomique et une diversité plus importante. Et ce que l'on perd, c'est les données de comptage, donc le nombre d'organismes, mais on garde quand même une information biomasse. Ensuite, on a voulu aller un peu plus loin et on a voulu regarder si on retrouve, pour un prélèvement de données, les mêmes taxa identifiés en morphologie. Et est-ce que ceci se fait au même niveau taxonomique? Donc là, ce qu'on a fait, c'est que pour un site, par exemple, où il y a 12 échantillons, on a vraiment comparé pour chaque prélèvement, on a regardé si la liste taxonomique ADN comportait tout ce qu'il y avait dans la liste taxonomique morphologique. Donc, est-ce que vraiment on retrouve la même chose? Donc là, je vous présente ici des graphiques qui montrent pour la morphologie à gauche et pour l'ADN à droite. Pardon, je recommence. Là, je vous présente donc, pour chaque prélèvement, donc un prélèvement correspond à un graphique. Donc, il faut imaginer que là, on a 6 fois 12 graphiques. Là, je vous en présente que 4. On a en fait la liste taxonomique morphologique et les couleurs correspondent pour la morphologie et l'ADN au rang auquel il a été identifié. Et on a la correspondance en ADN. Donc, s'il y a un rond coloré, ça veut dire que l'ADN a détecté le taxon. Et s'il y a une croix, ça veut dire que l'ADN n'a pas détecté le taxon. Donc, grosso modo, ces 4 graphiques représentent assez bien tout notre jeu de données. Et ce qu'on observe, c'est qu'on ne rate quasiment rien. Et quand on rate quelque chose, ce sont souvent des taxons qui sont mal ciblés par les amorces que l'on a utilisées en métabarcoding. Et également, ça c'est toujours le cas, la résolution taxonomique avec l'ADN est toujours à l'espèce et au genre pour les taxons qui ont été identifiés en morphologie. Pour résumer un peu cette information, en fait, je vous ai fait ce diagramme de Venn pour vous représenter un peu ce qu'on a comme type de données avec notre analyse. Donc, il y a ce que l'on rate, donc c'est-à-dire ce qui est présent dans la liste taxonomique morphologique, mais pas dans l'ADN. Donc là, ça va représenter entre 0 et 41% d'un prélèvement. On a ce que l'on a en commun, donc là, c'était les ronds colorés juste avant, qui représentent entre 57 et 100% d'un prélèvement. Et il y a aussi une assez grande partie, donc je ne peux pas vous présenter en pourcentage parce qu'elle correspond, on ne peut pas la comparer à quelque chose, mais en fait, il y a des taxons qu'on a trouvés en plus dans les échantillons ADN. Et là, ça va varier entre 4 et 53 taxa en plus par prélèvement. Donc, ce que l'on rate, je l'ai déjà dit, ça va être des taxons qui sont principalement, des taxons qui sont pas ciblés par les amorces utilisées, typiquement les mollusques ou les annélides. Et dans ce que l'on a en trop, en fait, on va avoir des taxons non aquatiques. Donc, par exemple, on va voir des fourmis, enfin, on va détecter des insectes non aquatiques, des taxons aquatiques qui ne sont pas comptabilisés en morphologie, par exemple, on devrait s'attendre à les avoir aussi en morphologie, mais on ne les a pas, donc on peut se demander pourquoi. Donc ça pourrait être dû au fait à un problème dans le pipeline de métabarcoding, par exemple de la contamination, même si on a vérifié, normalement il n'y en a pas, ou des erreurs d'identification qui sont également possibles. Ça peut aussi être des individus qui sont trop petits ou des œufs qui sont présents dans les substrats et qui ne passent pas à la loupe de la morphologie, donc qui ne sont pas identifiés en morphologie, mais qui sont présents dans l'échantillon. De l'ADN présent dans le tube digestif des organismes ou de l'ADN environnemental qui pourrait être piégé dans les biofilms, dans les substrats. Et également, on s'est posé la question si un prélèvement ADN était juste plus intégratif de l'ensemble d'un site, donc s'il représentait mieux un site entier. Et donc, pour répondre à cette question de est-ce que l'ADN est plus intégratif, on a poolé pour chaque site, tous les prélèvements morphologie, on les a tous mis ensemble pour faire une grande liste morphologique du site et on a comparé chaque prélèvement, chaque liste taxonomique morphologique et ADN à cette grande liste pour voir le niveau de représentativité du site par la morphologie et l'ADN. Et donc là, vous avez ce pourcentage donc, de représentativité du site pour les différents sites, pour la morphologie à gauche et l'ADN à droite. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que la morphologie représente environ une
30% en moyenne du site total, alors que l'ADN, on va être à des niveaux beaucoup plus élevés. Et donc, en fait, plutôt autour de entre 65 et 75%. Et donc, les identifications ADN représentent mieux la communauté entière d'un site que les identifications morphologiques. Et une information également qu'on a regardée, c'est que les phylums qui étaient comptabilisés en morphologie, donc par exemple les insectes ou les mollusques, il y a une compensation des taxa dits en plus au niveau du prélèvement par d'autres prélèvements, entre 14 et 100% de compensation de certains groupes, quand on prend en compte d'autres prélèvements pour regarder la liste taxonomique du site. Donc, par exemple, pour les annelidés, 100% des annelidés non trouvés par certains prélèvements sont compensés par d'autres échantillons. Pour les arthropodes, on est à 52% avec 65% des insectes, et pour les mollusques, à 84%. Donc, pour résumer encore une fois tout ça, on a une diversité plus importante avec l'ADN, dont une partie qui n'est pas comptabilisée en morphologie. Donc ça, comme j'ai déjà dit, c'est des taxa non aquatiques, des taxa qui ne sont pas comptabilisés en morpho, ou des taxons aquatiques qui sont comptabilisés en morpho et donc qui donnent un peu une espèce de bruit de fond, qui représentent un bruit de fond au signal. Et on a un outil plus intégratif. Et on perd quelques taxas, mais qui sont souvent des taxas qui ne sont pas ciblés par les amorces. Donc pour conclure, on a un outil ADN qui est prêt, qui représente une méthode intégrative qui permet un suivi et une discrimination des communautés à large échelle et sur du long terme, avec une résolution taxonomique fine, avec une perte des données de comptage, mais comme je l'ai dit, en fait, on a des informations de données biomasse qui ne sont pas inintéressantes, et un bruit de fond, par exemple des taxons terrestres ou peut-être des signaux d'une échelle spatiale et temporelle autre, ou des erreurs au niveau du traitement. Mais ce bruit de fond, il peut être mitigé par des solutions mises en place, comme par exemple une liste de taxons terrestres qu'on retirait du jeu de données, etc. Et pour aller un peu plus loin, parce qu'on sait que ça intéresse le public présent, je vous ai mis à titre informatif pour ce projet-là, donc 72 échantillons en morphologie, 95 en ADN, le temps que ça nous a pris et aussi le niveau d'expertise. Donc, pour la préparation des échantillons, ces 72 échantillons, ça a pris à nos techniciens 50 jours de tri et de détermination. En ADN, le traitement, l'extraction et la première PCR, parce qu'on a une partie externalisée, ça nous a pris 2 semaines. Ensuite, au niveau du traitement des données, on est assez équivalent entre les deux méthodes. Et au niveau d'expertise, on a besoin donc de techniciens, voire d'ingénieurs qui ont des connaissances en identification pour la morphologie. Et au niveau moléculaire, on a besoin d'un technicien ou d'une technicienne de biologie moléculaire et d'ingénieurs bioinformatiques ou biologie moléculaire pour le traitement des données. Au niveau des coûts, donc là, je parle uniquement des consommables. A priori, si un laboratoire est équipé, il n'y a pas de consommables en morphologie. Et au niveau de l'ADN, au niveau des consommables, et même des prestations, du séquençage, etc., on est autour de 40 € par échantillon. Et pour finir, au niveau de la mise en œuvre du protocole, je vous ai remis là le petit pipeline que Tristan a présenté en introduction. Au niveau du prélèvement, on reste sur du sorbeur, donc rien ne change ou presque, parce qu'il y a quand même besoin d'adapter un peu ces pratiques pour avoir une bonne pratique qui évite la contamination sur le terrain. Mais ça peut être les gestionnaires, les parties prenantes des projets qui peuvent continuer à faire ça. Et là, juste en plus, j'ai rajouté les sciences participatives parce que je sais qu'il y a un besoin, il y a en tout cas une volonté, une envie d'être un peu plus sur du large échelle et sur de la grande donnée, un grand nombre de données, pardon. Et au Canada, il y a une université qui a lancé Stream, qui est un projet collaboratif entre chercheurs et citoyens et citoyennes pour aller faire de l'échantillonnage et réussir à référencer les bases de données et donc mieux comprendre certains systèmes bassins versants au Canada qui sont très peu connus. Au niveau donc de toute la partie laboratoire qui va de l'extraction au séquençage, ça pourrait être mis en place par des projets collaboratifs entre le milieu académique et les gestionnaires. Et également, ça pourrait devenir, si des bureaux d'études possèdent les infrastructures permettant de faire la biologie moléculaire, être juste une demande d'un service par les gestionnaires avec le protocole à suivre qu'on a mis en place et qui sera disponible d'ici la fin de l'année, a priori en français, du terrain jusqu'à la fin du laboratoire. Donc, ça pourrait être une commande spécifique à un bureau d'études. Pour l'identification, là, encore une fois, ça peut également être externalisé à un bureau d'études si la compétence est faite.
Ça peut aussi également être fait avec une collaboration, avec le milieu académique. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des compétences en interne, si des bioinformaticiens ou bioinformaticiennes sont déjà présents chez les gestionnaires. C'est des compétences à avoir, mais ça peut être fait sous forme de formation. Ça reste de la bioinformatique. Voilà, c'est terminé. Je voulais remercier les personnes qui ont collaboré sur ce projet. Donc Thibaut, qui a participé à monter le projet. Maxence, Guillaume, Bertrand, qui nous ont aidés à trouver nos bébêtes et sont venus les chercher avec moi sur le terrain. Héloïse, qui a aussi fait du terrain avec nous. Colin, qui, merci, a identifié tous les organismes de ce projet. Et bien sûr, les personnes, nos partenaires, la SR3A, la Zabré Le Gray, qui nous ont financé et nous ont permis de faire ce café également, et l'Agence de l'eau qui était dans nos échanges et qui nous a aussi permis de faire ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tristan et Maëlys, et merci effectivement à toute l'équipe qui a été impliquée dans ce projet. Il y en a un qui a été courageux, c'est Colin, avec son tri morphologique. On voit 50 jours, voilà, donc bravo à toi, ça a permis de comparer vraiment ces différentes méthodes. Et je vous propose de passer tout de suite aux questions qui sont apparues de la part des participants des sites de prélèvement sur l'Albarine. Avec ces différents sites, il y a une question qui est autour de « n'y a-t-il pas de biais positif associé à l'ADN d'organismes vivants en amont ou dans les affluents et contaminant l'échantillon de la station de suivi ?» Est-ce qu'il y a des biais? Est-ce que tu as trouvé d'autres types d'ADN? Donc, je peux essayer de répondre. Je pense que Maëlys, elle a déjà abordé le sujet. Donc, il y a des ADN qu'on retrouve, qu'on ne trouve pas morphologiquement. Ces ADN-là, on pense qu'il y en a une partie, on ne les retrouve pas parce qu'on ne les trie pas, hein, tout simplement. Il y a une partie, probablement, ils sont dans l'échantillon, ils sont trop petits pour être vus à l'étape de tri. Et il y a une proportion qui, probablement, elles sont des ADN environnementaux qui ont migré. Définir exactement la proportion de ces ADN, entre guillemets, exogènes à l'échantillon, ils ne sont pas si exogènes que ça, puisqu'on les a échantillonnés. Donc, pour l'instant, on n'est pas vraiment capable de le faire. Néanmoins, il faut bien se rendre compte, et je pense que Claude avait commencé à répondre dans le chat, quand on prend ces échantillons de Surber, il y a quand même des centaines, des milliers d'organismes dedans, qui amènent tous et une quantité d'ADN monstrueuse. Les ADN environnementaux, ça va vraiment être des traces. Donc, en effet, quand on échantillonne énormément, quand on séquence énormément, on peut les retrouver, mais ça va rester une proportion qui est infime. Je ne suis pas capable d'estimer, mais qui sera infime. Ça c'est sûr. Et du coup, désolé, je n'avais pas très bien compris la question, mais maintenant j'ai compris. En fait, il y a aussi des solutions en barcoding qu'on peut mettre en place pour, si vraiment on veut une information locale et limiter ces biais. Donc, comme l'a dit Tristan, effectivement, il y a la possibilité, ça va être a priori des taxons qui vont être en très faible quantité de séquences ADN. Donc, on peut appliquer un filtre si on veut être sûr en disant moi, j'ai vraiment envie d'avoir que ce qui est très, très présent. Donc, je vais passer un filtre très haut sur mes données pour limiter cet effet-là. En fait, ça va être une question de balance. Et il y a aussi des méthodes il y a aussi des personnes qui préconisent de faire, en fait, sur un échantillon, de processer trois fois le même échantillon et de récupérer que ce qui est en commun. Donc là aussi, ça permet a priori de limiter cet ADN exogène dans les analyses. Enfin, il y a des solutions. D'accord. Mais en fait, ça va forcément venir avec peut-être une perte de l'information locale. C'est vraiment c'est un peu comme tout le temps, quoi. Il y a toujours un espèce d'équilibre à trouver par rapport à notre question, etc. Peut-être à la volée, je peux prendre une autre question, oui, Anne. Il y avait des questions sur quelles sont les bases de référence. Ce n'est pas le terme qui a été utilisé, qui ont été utilisées. Donc, en effet, dans les approches de metabarcoding, il y a une étape essentielle, qui est la dernière étape, où on compare nos ADN à une base de référence où quelqu'un a dit telle séquence, c'est telle espèce ou tel genre. C'est en effet une étape très importante qui, si elle est mal faite, peut conduire à des identifications erronées. Donc nous, sur l'Albarine, on a un peu la chance de travailler depuis plusieurs années sur ce tronçon-là. Et Maëlys, il y a quelques années, pendant sa thèse, avait déjà fait un travail de savoir quels étaient les taxons qui étaient dans l'Albarine, mais qui n'étaient pas dans les bases de données. Et elle avait donc rajouté, je ne sais plus combien, quelques centaines de séquences pour qu'on soit sûr.
Et ensuite, il y a tout un travail de préparation de ces bases de données. Comment l'harmoniser, comment faire des bases de données qui soient propres, ça c'est vraiment un travail en soi qui est un petit peu difficile et qui aurait besoin d'être coordonné. Et il y a justement, je discutais ce matin avec quelqu'un qui travaille, j'ai oublié le nom, à Patrinat, et qui est en train de mettre à l'échelle nationale des bases de données de référence. Donc ce travail compliqué ne soit pas à faire par toute personne indépendamment. Et qui a fait les déterminations? C'est Colin. Et il y avait quelqu'un d'autre qui plus tard dit, mais c'est pas possible de passer 50 jours c'est pas assez rapide. Alors on a un peu embêté Colin pour qu'il ne contamine pas les échantillons. Parce qu'il ne fallait pas on s'est mis dans des conditions où il a sorti les organismes des échantillons, il les a triés en faisant très attention aux contaminations, puis il a remis les organismes dans les échantillons. Et il a aussi, je pense, fait très attention à aller le plus loin possible dans la détermination. Donc, à la limite, je pense qu'on pourrait dire que le travail de Colin est un travail probablement de qualité supérieure à un travail qui est fait en routine dans un bureau d'études. Alors, après avoir dit ça, je peux mettre aussi un petit peu d'eau dans mon vin parce que les mêmes échantillons, un troisième lot d'échantillons a aussi été traité par un bureau d'études et les résultats sont les mêmes. Donc voilà, je pense que ce facteur-là n'est pas si important. Et en effet, 50 jours, c'est peut-être un peu long, mais peut-être c'est la moitié en bureau d'études, je ne sais pas. Il y a une question autour de est-ce que c'est correct de traduire les résultats du nombre de séquences ADN en biomasse? Comment prendre en compte les biais d'amorce? C'est une question autour de ces amorces. Alors, c'est pas correct. Effectivement, il faudrait en fait, c'est un signal biomasse qui n'est pas un signal exact. C'est vraiment, disons que pour un groupe donné où les biais d'amorce ils vont être équivalents, effectivement, en fait, on peut. Non, désolé, je reprends ce que je dis. Il y a des personnes qui ont travaillé là-dessus. Moi, personnellement, j'ai pas travaillé là-dessus, un petit peu en thèse, mais effectivement, il y a des biais d'amorce. Des fois, il y a des organismes qui ne sont pas très présents et qui explosent. C'est quand même pas le cas de tout. Il y a des publications qui ont montré qu'il y avait quand même une corrélation qui n'était pas linéaire parfaite, mais que quand même en fait, on peut faire du relatif. C'est-à-dire que s'il y a 10 fois plus de telle espèce, à moins d'un coup de pas de chance et qu'elle a très grande affinité avec l'amorce, alors que toutes les autres n'en ont pas, oui, là, on ne va pas avoir de chance sur ce cas-là. Mais globalement, on va quand même avoir un signal biomasse qui n'est pas, enfin, un signal biomasse, de la quantité, oui, un signal biomasse. Effectivement, c'est clairement à nuancer et il y a bien sûr des biais d'amorce. Mais il y a pas mal de publications qui sont sorties dans les dernières années qui ont montré quand même que on reste sur un signal qui est assez qui est pas exact, mais en tout cas qui est en relatif, qui est pas mal. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un groupe donné ou au moins une espèce donnée, on peut faire du comparatif entre sites parce que les biais seront équivalents pour ce groupe-là ou cette espèce-là. D'autres questions sur est-ce qu'on est en capacité de recréer des indices IDM2 avec nos données ADN? Alors, on a vraiment fait exprès de ne pas le faire parce que nous, notre objectif, ce n'était pas de refaire ce qui se fait déjà et qui ne fonctionne pas toujours très bien. On s'est mis dans un objectif plus général qui est du suivi de biodiversité. Cela dit, une fois qu'on a un suivi de biodiversité, on peut dégrader notre jeu de données pour recalculer des IDM2. Ça se fait assez facilement. Là où on va à une résolution taxonomique très fine, et ben on dégrade notre jeu de données, on remonte au genre, à la famille, pour obtenir un tableau qu'on peut rentrer pour calculer un indice IDM2. On peut bien sûr le faire. Ça a été beaucoup fait dans la littérature, et généralement, il y a une grosse variance, mais on retrouve une relation assez linéaire entre ces deux indices. Mais de nouveau, les indices IDM2 pour du suivi de biodiversité, ils ont plein de défauts. Ils ont eux-mêmes des défauts en bioindication. Par exemple, dans l'Albarine, on sait que ça ne marche pas très bien parce que la rivière s'assèche en partie. C'est dans ces tronçons qui s'assèchent. Les indices ne sont pas très opérants. Pourquoi recréer quelque chose qui ne fonctionne pas si on peut faire mieux? Voilà. C'est une question ouverte, hein, je n'ai pas la réponse. J'aurais une autre question sur, vous avez fait, dans quel type de cours vous faites les tests de protocole? Vous l'avez fait sur l'Albarine, donc sur une rivière qui s'assèche. Est-ce que ça marche sur des plus petits ou plus grands cours d'eau ou c'est vraiment sur ces milieux spécifiques? Non, en fait,
Je pense que c'est adaptable. En fait, il faut juste suivre le protocole qui est suivi dans le milieu donné. Sur le Rhône, par exemple, je ne sais pas du tout, qui est du coup un grand fleuve. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils vont chercher pour faire leur I2M2, mais ils font des I2M2. Donc, on reste sur un échantillonnage assez classique. Peut-être qu'ils prennent des perches, mais en fait, l'important, c'est d'avoir un échantillon. Enfin, je pense oui que ça fonctionne. Après, effectivement, la question de est-ce que c'est peut-être sur des grands cours d'eau, est-ce qu'on aurait une information peut-être moins intégrative parce que du coup, ça faudrait le tester, effectivement, ça, je ne peux pas répondre. À partir du moment où on peut faire un sur-BER, on peut appliquer la méthode, celle qu'on propose ici. Il y avait une question sur la durée de vie de l'ADN dans le milieu. Oui. Alors, de nouveau, c'est une question un petit peu périphérique, puisqu'on pense que notre échantillon, on ne séquence pas de l'ADN environnemental, ou alors en très faible fréquence. Et cette question, elle a déjà été abordée, elle est très très compliquée. Il y a des études qui ont été faites où on met un organisme dans un aquarium, on enlève l'organisme, et puis on regarde pendant combien de temps on retrouve l'ADN de l'organisme. Et la réponse, c'est que ça dépend des organismes. Ça dépend comment on prélève l'ADN, si c'est dans l'eau, dans les sédiments. Dans un sédiment, l'ADN peut être conservé pendant des milliers d'années. Dans une colonne d'eau, il va vite se dégrader. Mais ça va dépendre aussi de la température, de l'exposition aux UV, de l'acidité. Donc, il n'y a pas une réponse simple à votre question. OK. Et finalement, avec cette technique, est-ce qu'on peut faire des bilans écologiques fonctionnels avec l'approche moléculaire? Voilà. Fonctionnel. Via le calcul des traits, et l'approche moléculaire via le calcul des traits. Quoi. Voilà, en fait, a priori, Tristan, peut-être que tu vas me reprendre, mais cette méthode, elle est utilisée pour faire... Donc, le métabarcoding, ça permet juste de faire de l'identification moléculaire sur des organismes. Après, traduire, du coup, si on connaît la biologie de ces espèces, passer un fil de traits fonctionnels, mais là, en fait, on passera par la connaissance biologiste, en fait. Là, on revient vraiment sur la biologie. Là, le protocole qu'on a développé, il ne permet pas de faire ce qu'on appelle de la métagénomique, donc de vraiment caractériser les fonctions par l'information ADN de ce qu'on récupère. Je pense que c'est un protocole adapté, mais là, moi, j'y connais moins fonctionnel, mais je suppose qu'il faudrait passer par des protocoles à plus froid, etc. Tristan, c'est ça? Si on veut faire du fonctionnel ADN. Ouais, je pense que la question, elle était peut-être plus tournée. Il y avait une autre question qui était là-dessus, c'était si on pousse le bouchon en disant, OK, on est capable de décrire beaucoup plus d'espèces, mais si on ne connaît pas les fonctions et les traits de ces espèces, à quoi ça nous sert? Je pense que c'est une vraie question. Dans un cadre de suivi de biodiversité, on peut dire qu'on s'en fiche, mais si on veut essayer de comprendre le fonctionnement du système et comment il peut les potentiellement perturber ou restaurer, en effet, c'est une question, et c'est une question à la limite qu'on doit retourner aux biologistes et aux spécialistes de ces groupes-là. Moi, j'ai pas de réponse, en effet. Quand on ne connaît pas la biodiversité, comment on peut l'interpréter? En fin de présentation, tu parlais des sciences participatives. Et il y a des questions autour de est-ce que c'est compatible avec des bonnes pratiques pour éviter la contamination. On a vu sur des approches morphologiques, vous avez tenu Colin, donc c'est intéressant de voir comment ils s'y prennent. Sur le terrain, c'est pas si compliqué à mettre en place des bonnes pratiques d'échantillonnage pour l'ADN. Parce que justement, on n'est pas sur de l'ADN environnemental, on est sur de l'ADN, on est censé récupérer de l'ADN qui est compris dans les tissus des organismes. Donc en fait, il est piégé. On essaye de faire attention à pas contaminer nos échantillons entre eux, justement par rapport à ces traces et pour diminuer le bruit de fond là, dont je parlais. Mais voilà, il faut mettre des gants, il faut décontaminer son matériel. Faut pas aller dans la rivière avec ses bottes qui sont pas décontaminées, etc. Mais globalement, c'est pas des pratiques qui sont énormes à mettre en place. Et Stéphane, il lève la main. Oui, il y a Stéphane Troufec, donc intervenant qui a le droit de s'exprimer. Non, je voudrais dire quand même 2 mots sur les critiques qui sont faites vis-à-vis de l'I2M2 et des indicateurs classiques, parce que en fait, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est-à-dire que là, ça a été un peu dit, c'est-à-dire que là, avec l'ADN, on travaille sur un indicateur de biodiversité qu'on a du coup
peut-être un peu de mal à interpréter en termes de niveau de perturbation des milieux. l'I2M2, ce n'est pas du tout un indicateur de biodiversité. Il n'a jamais été fait pour ça. Il s'appuie sur une représentation de la biodiversité, mais pas complète, des milieux aquatiques pour mettre cette biodiversité partielle en relation avec des niveaux de perturbation des milieux pour arriver à en faire une bioindication basée sur l'étude de ces peuplements pour savoir si on est très loin d'une situation naturelle ou pseudo-naturelle. Donc, on en est là-dessus. Donc, on n'est pas du tout sur le même type de questions. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans des cas un peu limites, comme les cours d'eau intermittents, il a été démontré depuis quelques années que l'indicateur classique I2M2 n'est pas adapté. On est aussi d'accord là-dessus. Et on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Je pense que c'est vraiment deux approches qui sont complètement différentes. Et comme l'a dit Thibaut à un moment donné, on peut ensuite recalculer l'un avec l'autre, ça c'est tout à fait possible, mais on n'a pas du tout le même. Les objectifs au départ ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Donc on ne peut pas reprocher à l'I2M2 d'avoir une vision partielle de la biodive. Il n'a jamais été fait pour ça. Ça a été un compromis entre l'effort à consentir pour le niveau de détermination. C'est pour ça que la plupart du temps, on s'arrête au genre, quelquefois à l'espèce, et même des fois on reste à la famille parce qu'on ne peut pas faire mieux. Et cette volonté de mettre en regard les peuplements observés avec les pressions qui s'exercent, et les pressions anthropiques qui s'exercent sur les milieux. Donc je tenais à le dire parce que on a l'impression que le pauvre I2M2, il est bon à jeter à la poubelle et la nouvelle technique viendra tout remplacer et tout solutionner. Je pense qu'on n'en est pas du tout là, et indépendamment des questions de portée réglementaire dont je ne parlerai pas tout de suite, sauf si on me pose des questions. Mais voilà, donc on est vraiment là-dessus. Je tenais à le préciser. J'ajoute que nous, on n'a jamais voulu travailler sur... on sait que cette question revient souvent parce que énormément de personnes travaillent dessus. Mais l'objectif de ce projet, c'était de faire du suivi de biodiversité, notamment dans le cadre des ORE où un effort est important est demandé, et surtout un suivi temporel, ce qui demande beaucoup d'échantillonnage. Nous, l'idée, c'était, on veut faire de la suivi de la biodiversité. Est-ce qu'on peut discriminer les sites? Est-ce qu'on peut voir, en fait, s'il y a une évolution, un changement? Et la réponse est oui à ça, mais je te rejoins totalement sur le fait que l'I2M2, c'est une autre question, et que nous, personnellement, on n'a pas abordé. Et peut-être que ça serait intéressant, il y a des questions autour de tester cette approche sur d'autres sites. Là, on est sur un milieu spécifique. Est-ce que ça serait pertinent pour voir si ça marche sur des gros cours d'eau, sur des annexes fluviales, Mais personnellement, on est sur effectivement, on est sur un bassin versant particulier parce qu'il s'assèche, mais on a prélevé quand c'était en eau et en fait, on était juste sur une rivière classique. Alors, c'est un moyen cours d'eau ou un petit cours d'eau si on est en amont. Mais oui, effectivement, une annexe, un affluent d'un grand fleuve, moi, je ne vois pas du tout de problématique. En fait, là où, comme l'a dit Tristan, si on peut échantillonner avec un sorbeur, on va pouvoir sortir quelque chose de l'échantillon. Ou avec, je ne sais pas, dans le Rhône, du coup, comment ils font, je devrais le savoir, mais je ne sais pas comment ils font, s'ils ont une grande perche avec un sorbeur au bout, mais en tout cas, si on peut gratter un peu. Non, mais il y a des protocoles spécifiques pour les grands cours d'eau, avec aussi des substrats artificiels et des choses comme ça. Voilà. Il y a d'autres, il y a des protocoles un peu spécialisés, un peu spécifiques à la géométrie des grands cours d'eau, et aussi des cours d'eau qui ne sont pas prospectables à pied. Donc, il y a aussi des cours d'eau qui ne sont pas forcément très grands, mais qui sont très profonds, et donc on ne peut pas les approcher de la même manière. Mais si à la fin, l'échantillon ressemble à... Il y a du substrat, des organismes, et on met de l'éthanol, a priori, pour conserver. A priori, en tout cas, on a tout, à moins qu'il n'y a que de la boue et ça inhibe tout le processus de métabarcoding, mais on utilise un protocole qui est spécialisé pour enlever les inhibiteurs. Donc, je vois pas trop quelque chose qui irait contre l'utilisation de ce protocole si on a un échantillon qui ressemble à un échantillon de sorbeur, on va dire. Oui, je pense qu'il y a une question sur et le quid des opérations de restauration. Nous, je pense qu'on a un outil qui pourrait être testé peut-être dans des conditions un petit peu différentes, qu'il faudrait maintenant tester sur le long terme. C'est-à-dire que sur plusieurs années, il faudrait qu'il y ait des échantillons qui soient faits et qui soient traités de cette façon-là pour qu'on puisse se rendre compte si, en effet, c'est une méthode suffisamment fine pour voir des variations au cours du temps suite à une action. Je pense que ça serait un outil qui serait plus adapté, c'est même sûr,
que des indices classiques type IDM2. On l'a répété plusieurs fois, ils n'étaient pas faits pour ça de toute façon. Et que la balance coût et information dont on en tire, à mon avis, ça y est, elle est positive. Du coup, j'en profite pour sauter sur une autre question qui était plus, mais concrètement, est-ce qu'il y a une offre de professionnels pour faire ça? Alors moi, je n'ai pas la réponse. Je ne connais pas de professionnels qui proposent de faire ça. Nous, notre démarche avec Maëlys, c'est que le protocole soit disponible à tous et que du coup, les bureaux d'études puissent s'en emparer et le proposer. Ou vous-même, en tant que gestionnaire, demander à un bureau d'études de l'appliquer. Et là peut-être faut-il être… parce que alors, dans le cadre que je bascule un peu sur un mode de démarrage de conclusion, pour transférer cette méthodologie, on peut donner le protocole, la méthodologie, et puis après, on peut la partager en petits groupes, c'est-à-dire qu'il faut que les bureaux d'études soient formés, puissent triturer, etc. Il faut aussi que les gestionnaires qui vont solliciter un bureau d'études aient leur point de vigilance sur la façon dont le bureau d'études peut faire son offre. Et du coup, doivent bien comprendre le protocole et la méthodologie. Et alors, dans le cadre de la Zabre et du Grès, on organise des pêches aux outils scientifiques qui sont un peu comme des mini-formations en présence des scientifiques qui ont mis en place les protocoles, ces méthodologies, pour les partager de manière un peu plus précise que dans le cas d'un café Zabre. Voilà. Donc, ça peut être une façon pour les scientifiques de transférer leur méthodologie jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'effectivement, souvent des méthodologies comme ça sont développées par la communauté scientifique. Maëlys, tu disais, là, on peut être aussi porte d'entrée ou on peut être intéressé pour répliquer sur d'autres sites ou tester sur d'autres sites. Mais ça peut être intéressant peut-être avoir ensemble d'organiser une pêche aux outils scientifiques qui pourrait permettre de s'approprier le protocole qui est écrit, etc. Mais souvent, quand on est en face des scientifiques, quand on est… c'est pas poser des questions plus finement. Voilà. Après, typiquement, le protocole, en fait, si c'est des bureaux d'études qui font de la biologie moléculaire, c'est un protocole classique. Enfin, il est juste adapté, mais c'est enfin, pour moi, ça ressemble à une recette de cuisine. Il faut faire ça, après faire ça, après faire ça. Il n'y a pas vraiment de formation pour les personnes qui sont déjà formées à la biologie moléculaire, en fait. C'est plutôt de la formation à la biologie moléculaire en général qui est nécessaire pour appréhender ce protocole. Mais sinon, en fait, on reste vraiment dans un protocole extrêmement classique de biologie moléculaire. Adapté, mais… Il y avait une question sur les coûts relatifs. Nous, on a les coûts, entre guillemets, bruts. Vraiment le coût de manip, le coût de prestation. Un bureau d'études, il va forcément appliquer des coûts de ressources humaines et d'autres coûts supplémentaires. Donc, je ne me rends pas très bien compte à quel point c'est réellement compétitif. Tristan, pour répondre à ça, si on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire on enlève la partie prélèvement, puisque là, on est parti sur… il fallait quand même faire les prélèvements. Et la partie tri, détermination, etc., c'est aux alentours de 600 € par opération. Donc, on voit quand même que même si… dans ce que vous avez présenté, j'ai vu un 40 € qui circulait, mais je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais on voit bien quand même qu'il y a un écart. On ne va pas le chiffrer, mais l'ordre de grandeur, il est quand même important entre les deux approches, quoi. Juste 40 €, en fait, ça représente… donc, ça représente pas le personnel, mais ça représente ce qui est vraiment un échantillon en termes de consommables et de prix de séquençage, etc. Ouais. Ce qu'il a coûté, l'échantillon, du début jusqu'à la fin, sans compter les personnes qui l'ont fait. Il aurait fallu l'intégrer, enfin avoir une estimation à peu près, voilà, pour que ce soit évidemment un peu comparable, mais bon, on peut quand même penser qu'on passe un paquet d'échantillons, une fois que tout est préparé, on en passe un paquet dans une journée, sans doute plus que ce qu'on fait quand on trie et qu'on détermine à la main des bocaux d'invertébrés. Donc, mais ça, c'est vrai que ça mériterait d'être affiné. Mais c'est pour ça qu'il y a qu'il y a un équivalent de… Enfin, par exemple, il faut 2 semaines à un technicien compte 50 jours, ça donne à peu près… Pour les personnes qui savent à peu près combien
sont rémunérées ces personnes peuvent faire une estimation. Moi, effectivement, j'ai en permanence, des nouveaux protocoles en permanence. La puissance de ces approches moléculaires, c'est la parallélisation. C'est-à-dire que les séquenceurs sont trop puissants, en fait. Aujourd'hui, les plus gros séquenceurs disponibles, on pourrait séquencer 100 000 échantillons en parallèle. Et le coût, là, serait complètement ridicule. Sauf qu'on n'est pas capable de gérer 100 000 échantillons. Donc, en fait, le bottleneck, le goulot d'étranglement, ce n'est pas les capacités de séquençage, c'est notre capacité, nous, à produire un nombre d'échantillons qu'on peut traiter en parallèle. Voilà, il y a des séquenceurs aujourd'hui qui produisent des milliards de séquences. Okay. Ces méthodologies-là, elles permettent de suivre des effets de restauration. À l'échelle nationale, il y a des sites de démonstration qui sont mis en avant. Est-ce que c'est une méthodologie qui est nouvelle? Est-ce qu'elle peut être testée sur ces sites? Est-ce qu'elle peut être… Oui, Anne, oui, c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé. Oui, il y a un réseau national de démonstrations pour mesurer les effets de la restauration physique des cours d'eau qui est mis en place. Sur le bassin de Méditerranée, on a une vingtaine de sites qui sont suivis sur maîtrise d'ouvrage de l'Agence de l'eau, qui fait déployer sur ces sites des méthodes un peu standards pour justement voir un peu ce qui se passe avec les difficultés qui ont été signalées. C'est que ce n'est pas toujours facile de montrer des choses. Donc effectivement, on pourrait imaginer utiliser cette technique sur au moins certains de ces sites pour justement voir ce qui est la plus-value qu'ils apportent, sachant que cette plus-value, on voit bien que théoriquement, elle est importante. On voit bien le potentiel qu'il peut y avoir. Après, en pratique, c'est vrai qu'il y a des tas de choses qu'on ne contrôle plus sur le terrain. Il y a entre le temps de récupération et de restabilisation de fonctionnement d'un milieu après travaux, et puis, comme on n'est pas sur des paillasses en laboratoire, il y a des tas d'autres événements non contrôlés qui interviennent, et ça sera bien l'occasion de voir si on a, au travers d'un indicateur de variation de la biodiversité qui reste encore à construire, on l'a bien dit, là, on a simplement, c'est pas péjoratif du tout ce que j'ai dit, on a simplement identifié qu'il y avait plus de biodiversité, mais après, si on doit construire des indicateurs, il faut effectivement, comme ça a été un peu dit, les construire d'une manière à ce qu'ils aient un sens et une signification sur la réponse des communautés de manière fonctionnelle aux pressions qui ont été levées sur les milieux restaurés, pour arriver à donner un sens et à répondre à la fameuse question qui a été présentée par le collègue du SR3A tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait, à quoi ça a servi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire la biodiversité, elle a changé dans le temps entre avant et après. Il faut arriver aussi à établir si c'est bien les actions qu'on a menées qui sont à l'origine de ces évolutions ou pas. Peut-être pour compléter, pardon, ce que dit Stéphane, c'est vrai que c'est un peu symbolique, mais sur l'Albarine, l'exemple qui était montré là en début de diapo, nous, c'est typiquement le genre de restauration où on se fait allumer. Parce qu'on a fait un mauvais état des lieux, je pense, et on est aujourd'hui incapable de sortir des indicateurs pour montrer que ça a marché. En géomorpho, tout le monde nous donne son avis pour dire que globalement, c'est très bien ce que vous avez fait. En indicateur, on n'arrive rien à sortir. Donc voilà, et c'est vrai que nous, c'est une attente qu'on avait peut-être sur le projet. Et là, c'est peut-être le petit bémol, entre guillemets. Je suis très modeste dans ça, je ne juge pas. Mais c'est vrai que Mistral, ça voulait bien dire le suivi des opérations de restauration des cours d'eau. C'est vrai que nous, ça aurait été super intéressant qu'on ait un suivi sur ce secteur restauré, où là, depuis 4 ans, on ne s'en sort pas. On n'arrive pas à montrer la plus-value. Et aussi une petite parenthèse que j'ouvre, c'est vrai que quand on fait des suivis, nous aussi, de nos travaux, il y a le volet aquatique, et on le voit, mais il n'y a pas que, on le voit assez bien sur la photo aussi du projet. C'est plusieurs hectares de boisement qu'on met par terre pour faire passer tout ça. Donc, pour nous, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on suit? Il y a le terrestre, il y a l'aquatique. Comment voilà, on est un peu dépassé des fois par ça. Mais je pense que voilà, ces projets de recherche, là, c'est l'occasion de rapprocher les acteurs de terrain et les scientifiques, alors qui travaillent sur leur méthodologie, etc. Et après se mettre en dialogue avec vous. Donc, il peut y avoir un petit décalage, etc. Mais je pense que sur l'Albarine, sur la rivière d'Ain,
y a des points de connexion entre scientifiques et acteurs qui se font de plus en plus. Mais c'est vrai que quand vous êtes sur des opérations de restauration, c'est vrai que c'est intéressant que les uns et les autres se mettent en dialogue pour savoir, au vu de leurs connaissances, au vu de la temporalité, savoir s'ils peuvent mobiliser leur méthodologie ou pas, suivant la temporalité des actions, des états des lieux initiaux, etc. OK. Si je peux juste... Là, nous, c'était un peu une démonstration que, pour nous, que c'était possible de faire de cette façon-là. Ce n'était pas du tout l'idée de lancer un projet de suivi d'une opération de restauration sur 20 ans. C'était un projet de financer sur 1 an. Donc, de toute façon, ce n'était pas compatible. Donc, voilà, la suite, je pense que s'il y a un intérêt, c'est de se lancer sur un suivi à long terme, au moins sur un ou des sites démonstrateurs. OK. Et je crois que sur le Rhône, dans le cadre du programme Rhône-Éco, il y a des choses qui vont être lancées aussi sur ces aspects-là. Donc, OK. S'il n'y a plus de questions, je pense que nous avons fait le tour. Je vous remercie tous je remercie les intervenants, donc Tristan, Maëlys, Stéphane, Samuel. Je remercie tous les participants d'avoir participé à cette vidéoconférence. On a enregistré la vidéoconférence, donc du coup, elle sera sur notre chaîne YouTube très prochainement dès qu'on fait le montage. Et puis, on va pouvoir réfléchir, nous, du côté Arbres et Grès, et en partenariat avec nos partenaires, savoir si, et ça dépend aussi des scientifiques qui partent aussi sur d'autres types de recherches, etc., jusqu'où on a envie de transférer, de diffuser ensuite et transmettre, en fait, ces différentes méthodologies. En tout cas, il y a un protocole qui arrive très prochainement. Je sais que Maëlys est sur le rapport de l'étude avec un protocole clair qui doit vous être fourni prochainement, qui sera en ligne sur le site de la ZABRE. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, à un prochain Café ZABRE, qui n'est pas encore défini. Mais voilà, il y en a régulièrement. Ça permet d'avoir une vision sur les actions de recherche en cours à l'échelle du bassin du Rhône. Merci à tous. Bien.